Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Michel. Et ici c'est Louis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn Aigre-Doux, votre podcast mensuel où deux amis, nous deux, parlons de sujets de société à travers des films. J'aime bien le mois de juin, parce que les oiseaux chantent, les bourgeons éclosent, et Louis, je vais te faire plaisir en te disant que ça correspond à peu près au mois de prairial du calendrier républicain, celui où les prairies sont super fécondes. Eh bien, je te remercie Michel de citer le calendrier républicain, ça me fait vraiment plaisir. Puis, moi j'aime bien le mois de juin aussi parce que soudainement, de nouvelles couleurs partent les manifestations. Des drapeaux arc-en-ciel, partout. Et pas que les manifestations d'ailleurs. Les entreprises s'en donnent à cœur joie à partir du 1er juin, jusqu'au 1er juillet, où tout disparaît. Faudrait pas déconner non plus. Ah bah oui, faut dire que bon, Mais profitons-en tant qu'ils sont là, et parlons donc de ces drapeaux et ce dont ils sont le symbole. C'est ça. On va parler dans cet épisode des mouvements LGBTQ+. Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit topo savant sur les mouvements LGBT. Puis nous partirons de deux films, à savoir 120 battements par minute, de Robin Campillo, et Pride, de Matthew Warchus. Et comme d'habitude, on garantit un épisode 100% sans divulgachage. On en profitera pour parler d'autres œuvres qui nous évoquent ce thème. Et on se posera des questions fun et décalées sur ce qui nous évoque les mouvements LGBTQIA+. Mais avant d'aller plus loin, il est l'heure de trinquer. Qu'est-ce que tu bois, Michel ? Eh bien, je bois une petite goudale ambrée. C'est un bon rapport qualité-prix. Et là, ça se boit bien, surtout qu'il fait super chaud aujourd'hui, même dans le nord. Et toi, Louis ? Eh bien écoute, moi je me suis servi un verre de vin de Porto. Voyons donc. Sont rendus mon neveu et sa compagne. Et ils m'ont offert cette bouteille de vin et qui est pas mal. C'est après un vin pour forte chaleur et il fait chaud aussi, donc c'est pas trop mal. Eh ben, chin chin. Chin chin. Ping. Mais alors, ça veut dire quoi déjà LGBTQIA+. Cet acronyme, qui a des versions plus ou moins longues, désigne les personnes ayant une orientation sexuelle, une identité de genre ou une biologie différente des personnes hétérosexuelles, cisgenres et dyadiques. Et les personnes LGBTQIA+, se retrouvent souvent marginalisées à cause de cette différence. On sait que ça fait beaucoup de concepts d'un coup, Alors on va rapidement expliquer ce que tout ça veut dire, notamment dyadique ou cisgenre par exemple. Alors, moi je dirais que marginalisé, c'est peut-être ça le terme le plus important. Ça veut dire être tenu à l'écart de la société. Pour prendre un exemple hyper concret, si on imagine par exemple un être humain, on imagine généralement un homme ou une femme, hétérosexuel et cisgenre. C'est ça. Dans l'imaginaire collectif, il n'est jamais nécessaire de préciser ses caractéristiques. On dit pas « Oh, salut, tiens, je te présente mon ami Jean-Marc. Mais si, tu sais, c'est lui qui a le même genre qu'on lui a assigné à la naissance. Mais oui, il aime les femmes, oui. » En essayant d'être super discret. Sacré Jean-Marc, cisgenre et hétérosexuel. Sacré Jean-Marc. Alors que quand vous êtes une personne marginalisée, eh bien, c'est quand même souvent quelque chose qui arrive. On vous rappelle que vous n'êtes pas comme les autres. Et quand on dit marginalisé, c'est important de comprendre qu'on vous impose d'être à la marge, d'un point de vue social. Vous pouvez aussi faire ce choix, mais quoi qu'il en soit, la société dans son ensemble ne vous comprend pas à l'intérieur d'elle-même. Et donc, LGBTQIA+, c'est ça. C'est tout ça. C'est les personnes lesbiennes, gays, bi, asexuelles, pansexuelles, etc. Les personnes transgenres et non-binaires. Les personnes queer. Les personnes intersexes, n'étant pas dyadiques, c'est-à-dire ayant des organes génitaux qui ne correspondent pas aux définitions typiques de mâle ou femelle. Et le plus, c'est pour toutes les autres formes d'identité de genre, d'orientation sexuelle
ou de caractéristiques sexuelles qui peuvent exister. Comme ça, on inclut tout le monde. Mais pour plus de simplicité, on va dire LGBT à partir de maintenant pour englober tous les LGBTQIA+. Et donc, être une personne LGBT, comme toute personne marginalisée, ça ne rend pas forcément la vie plus gaie, quoi. LOL. Notamment parce qu'être une personne LGBT, c'est souffrir d'un ensemble de discriminations inscrites dans la loi comme dans les mœurs. Que ce soit pour des raisons religieuses, idéologiques, politiques, ça a des conséquences concrètes, des barrières à l'emploi ou au logement, des difficultés renforcées à accéder au système de santé, des exclusions sociales, des violences allant même jusqu'à la mort. Il ne faut pas oublier qu'en France, jusqu'en 1981, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. 10 000 personnes ont été condamnées à des peines de prison pour homosexualité entre 1945 et 1982. Et par la suite, nombreux ont été les personnes qui ont cherché à mener une vie secrète en dehors de leur vie sociale de tous les jours. Comme ça, avec la vie secrète, pas de problème. Enfin, si. Plutôt super problème. Ça pouvait entraîner des dépressions qui allaient jusqu'au suicide. C'était évidemment des choix de vie qui étaient limités et des risques d'exclusion sociale si on était découvert. Bref, pas vraiment cool, quoi. Et justement, ces côtés pas cool, eh bien, on n'en veut plus. D'où la naissance des mouvements LGBT. Entre 1860 et 1960, l'Allemagne et la France sont des pionnières dans les revendications des personnes LGBT à avoir une vie comme les autres. Des mouvements comme l'Union des droits de l'homme militent pour une dépénalisation de l'homosexualité pour les hommes comme pour les femmes. La montée du nazisme et la Seconde Guerre mondiale seront terribles. À l'instar des juifs, des tziganes ou des communistes, les homosexuels sont persécutés et internés dans des camps de travail ou de concentration. Non seulement 100 000 hommes seront fichés et menacés de déportation, mais en plus, les homosexuels seront persécutés par les gardiens des camps, comme par les autres codétenus. Vraiment une sale période. Dans les années 60, les sociétés occidentales connaissent une révolution sexuelle, un grand mouvement libérateur né en Suède. Là, on revendique une sexualité non procréatrice, une égalité entre les hommes et les femmes, la légalisation de la contraception et de l'avortement. C'est dans ce contexte que vont naître plusieurs associations de défense des droits des homosexuels, des lesbiennes et des personnes transgenres. Mais l'événement fondateur pour les mouvements LGBT modernes, ce sont les émeutes de Stonewall à New York. À cette époque, les policiers font régulièrement des descentes dans les bars gays. Aujourd'hui, on dit des bars gays, mais officiellement, c'était des établissements on ne peut plus respectables, madame. Et à l'époque, interdit de servir à boire aux homosexuels. Alors les flics font des descentes pour faire peur. Au 53 Christopher Street, dans le quartier de Greenwich Village, Gros Tony, c'est son vrai nom de mafia, ouvre un bar pour homosexuels, le Stonewall Inn. Le Stonewall est bien connu de la police qui fait régulièrement des descentes. Habituellement, une taupe prévient le bar qui fait évacuer tout le monde. Tranquillou pilou. Mais le 28 juin 1969, 8 policiers débarquent en civil, ni vus ni connus. Ils font semblant de se fondre dans la foule, discrètement enserrent les clients du bar et... Police! Contrôle de vos papiers! Certains ont le temps de s'éclipser, mais une femme, Stormé de Larverie, se débat. Elle est une artiste afro-américaine, lesbienne et plutôt connue dans le milieu. Et elle ne veut pas être emmenée. Elle est menottée et traînée dans la rue. Les coups de matraque pleuvent et elle se retrouve vite la tête en sang. À qui veut bien l'entendre, elle hurle « Mais pourquoi vous faites pas quelque chose, les gars ?» Quand elle est jetée dans le fourgon, la foule commence à se rebeller. Et ça dégénère grave. 2000 personnes vont venir de partout et la rébellion va durer plusieurs jours. Malgré tout, le calme revient et une question brûle sur toutes les lèvres. Comment on va faire maintenant ? Dans les mois qui suivent, la résistance s'organise et Craig Rodwell, Fred Sargent, Ellen Brody, Linda Rhodes, Brenda Howard, Marsha P. Johnson,
Sylvia Riviera et Stormy Delavery s'organisent pour créer la première marche des fiertés. Fier d'être une personne LGBT, fier parce qu'on n'en a pas honte. Ça va être le premier d'une longue série aux États-Unis, puis en Europe, dont le mouvement va commencer dès 1971 et arracher ses premières victoires. Je cite, dépénalisation de l'homosexualité, reconnaissance des personnes transgenres, popularisation des cultures LGBT, etc., etc. Bref, c'est tout un nouveau vent de liberté qui conquiert le monde. Ces mouvements se mêlent à d'autres mouvances contestataires de l'époque. On entend des slogans demandant l'abolition de l'hétéropatriarcat ou du capitalisme sauvage, ciblés comme responsables des inégalités entre les individus. Parfois même, les cortèges anticapitalistes et LGBT se mélangent dans les manifestations. Dans les années 80, les mouvements LGBT connaissent deux grands bouleversements. Le premier est d'ordre politique. Le mouvement se tourne vers une politique intégrationniste. Ça veut dire que l'idée n'est plus de revendiquer sa particularité et de créer une nouvelle norme libérée des contraintes hétérosexuelles, patriarcales et capitalistes, mais au contraire, d'intégrer la société dans ses aspects les plus normaux. Le deuxième grand bouleversement est d'ordre sanitaire. Le sida se répand comme une traînée de poudre, et les personnes LGBT, particulièrement touchées par cette maladie, sont pointées du doigt, à tort, comme les responsables de l'épidémie. Le militantisme va se tourner vers la prévention autour de cette maladie et la nécessité de trouver des soins en interpellant les puissances publiques et mécènes privés. Enfin, depuis les années 2000, le militantisme LGBT obtient plusieurs victoires d'ampleur concernant l'égalité des droits. Comme par exemple la légalisation du mariage entre personnes de même genre, ou la criminalisation des actes homophobes et transphobes. Mais le chemin reste encore long à parcourir. Rappelons quand même que l'homosexualité est toujours passible de prison, voire de peine de mort, dans encore de nombreux pays. Et que même dans les pays les plus progressistes, certains groupes politiques continuent de remettre en cause, voire de menacer les droits des LGBT. Bon, c'est vraiment un gros résumé, et c'est même frustrant parce qu'on aurait aimé raconter 1000 choses de plus, mais du coup c'est pas impossible qu'on fasse des épisodes plus ciblés les fois suivantes. On peut quand même dire que c'est notre plus gros topo savant depuis le début de notre saison 2. Oui. Et je pense que c'est important aussi qu'on le redise de façon claire. On est deux hommes gays, donc forcément c'est un sujet qui nous touche particulièrement. Absolument. En tout cas, on est concerné par ces questions-là. Et donc déjà, on voulait faire un épisode. On a choisi le mois de juin parce que y avait aussi un sens d'un point de vue du calendrier. Mais c'est un sujet qu'on veut aborder depuis longtemps. Et je pense qu'on en fera d'autres parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Bref, on passe maintenant à la partie film et autres médiums. On va parler d'œuvres qui abordent ou qui nous évoquent les luttes pour les droits des personnes LGBT. En partant de deux films, comme on le disait dans l'intro. Pride de Matthew Warchus, sorti en 2014. Et 120 battements par minute de Robin Campillo, sorti en 2017. Alors, en gros, si on reprend bien ce qu'on a dit dans le topo savant, on retrouve bien, en tout cas, ce dont on a parlé dans ces deux films. Chacun de ces films essaye d'avoir une approche historique des mouvements LGBT, à deux périodes différentes et à deux endroits différents. Les deux se passent en Europe. Pride se passe au Royaume-Uni, où on voit vraiment la manière dont a pu se créer la convergence des luttes entre les mouvements travaillistes sous l'ère Thatcher et les mouvements LGBT. Oui. Alors que 120 battements par minute, lui, se concentre plus sur la crise du sida et plus du militantisme sous l'angle de ACT UP. Ouais, c'est ACT UP. C'est vraiment un film qui parle d'ACT UP et qui parle de l'action coup de poing au moment où y a le sida qui arrive et où les personnes LGBT+, se retrouvent, font des assemblées générales, même parfois avec des hétéros d'ailleurs, ou des parents, etc. Et en fait se disent on est en train de mourir, donc à un moment donné il faut qu'il se passe quelque chose parce que juste là on meurt quoi. Oui, parce qu'il faut comprendre que comme du coup les personnes LGBT étaient pointées du doigt pour transmettre la maladie, il y avait une forme d'inaction de la part des gouvernements
pour ce qui était de la prévention de cette maladie et des soins pour cette maladie, parce qu'en gros, c'était une maladie d'homosexuels. C'était comme ça que c'était perçu à l'époque. Sans compter qu'en plus, en France, alors c'est abordé dans les films un petit peu, mais il y a eu des scandales sanitaires en France liés à l'épidémie du sida. Oui. Laurent Fabius, qui était ministre de la Santé de François Mitterrand, a été inquiété pour ces questions-là, la fameuse affaire du sang contaminé, et en fait ça reste aussi un traumatisme, particulièrement pour des personnes aussi qui se sont retrouvées contaminées et victimes du sida, sans l'attraper de manière... par des actions d'eux-mêmes, c'est-à-dire des relations... Le sida reste une maladie sexuellement transmissible, et il y a des gens qui l'attrapaient sans avoir de relations sexuelles, quoi. Et donc c'était vraiment un gros scandale sanitaire en plus. Ouais. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça donne à voir pour toi ces films-là, des mouvements LGBT ? Eh bien, moi, quelque chose qui m'a frappé en voyant ces deux films... Alors, Pride, je l'avais déjà vu. Et d'ailleurs, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. C'est un film que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu au cinéma. Et alors juste quand même, est-ce qu'on peut se dire que même si j'aime beaucoup le Royaume-Uni, ils sont 15 millions de moins qu'en France, et ça se voit parce que c'est toujours les mêmes acteurs qui jouent dans leurs films. C'est vrai. Tu vois, mais c'est marrant. Parce que je l'avais vu au cinéma il y a longtemps, et quand il est sorti, donc en 2014, il y a 7 ans, et là, en le revoyant à nouveau, je me dis, non mais la moitié des acteurs, je les connais, en fait, je les ai revus dans 50 000 autres films, et juste, c'est toujours les mêmes, quoi. Mais en même temps, je pense que tu vois, avec les acteurs britanniques, vu qu'il y en a pas mal d'entre eux aussi qui jouent dans des films américains, du coup, c'est la petite poche d'acteurs britanniques qui s'exportent. Tu les retrouves dans tous les autres films. Mais d'ailleurs, donc dans l'épisode précédent, on parlait de Captain Fantastic. Et il y a un des gamins qui joue dans Pride. L'aîné dans Captain Fantastic. Ouais, c'est ça. Qui joue un photographe dans Pride, ouais. Ouais. Et j'avais oublié ça, du coup, ça m'a fait rire. Mais bon, tout ça pour revenir, donc Pride, j'étais content de le revoir. 120 battements par minute, je voulais le voir depuis longtemps, mais donc là, je l'ai découvert en préparant cet épisode. Palme d'or du Festival de Cannes, quand même. Oui, très bon film. Ce qui m'a marqué déjà, c'est la différence de ton entre ces deux films. Il y en a un, donc carrément. Pride, qui prend plus le côté d'une comédie dramatique, où il y a beaucoup de moments légers. Trop classique. Oui. Parfois, ça suit vraiment toutes les étapes, péripéties, exactement. Coup, ça va plus bien, etc. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment le truc, il est quand même formulé, quoi. Alors que 120 battements par minute, tu vois qu'il y a plus de recherche, enfin de choix artistiques faits dans le film, qui marchent pas tous super bien. D'ailleurs, on reviendra dessus après. Genre les gens qui bafouillent. Mais oui, effectivement. Mais par contre, donc voilà, Pride, c'est plus léger, même si ça parle d'un sujet important. 120 battements par minute, ça prend plus la forme du drame social. Ah ouais, c'est lourd. Hein. C'est lourd, et ça s'allège pas au fur et à mesure du film. Par contre, le message que je retiens de ces deux films, c'est que la lutte sociale, que ce soit pour le droit des LGBT ou pour n'importe quel autre groupe marginalisé, que ce soit donc les mineurs ou les personnes victimes du sida, cette lutte, t'as toujours besoin de radicalité, en fait. T'as besoin d'être radical dans tes actions. C'est radical. Tu vois, c'est marrant parce que moi j'ai un parcours militant oui. depuis longtemps. Non, mais tu vois, et pour moi c'est quelque chose qui est hyper clair, c'est-à-dire que la lutte c'est nécessairement radical, et c'est souvent une dialectique avec laquelle il faut composer, et des discours avec lesquels il faut composer, où souvent on entend quand même, non mais bon, de là on arrivait, alors je dis n'importe quoi, je pense aux gilets jaunes, mais à casser des vitrines, ou n'importe quel mouvement, de là quand même à choquer les gens. En gros, vous pouvez pas faire votre lutte tranquille dans votre coin, et de toute façon, les gens vont finir par se rendre compte que c'est un combat qui est juste. Sauf qu'en fait, non, ça marche pas comme ça, et la lutte nécessite la radicalité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est ça. Après, il faut pas tabasser des gens. Il y a des limites quand même à pas franchir dans la lutte, mais non, mais c'est ça. L'intérêt d'ailleurs. Et quand ACT UP en France était une des associations de prévention pour le SIDA qui était particulièrement centrée autour des actions coup de poing, et la radicalité était un peu imposée parce que les gens étaient en train de mourir, mais ce qui n'était pas le cas d'autres associations comme AIDS par exemple, qui étaient beaucoup plus consensuelles dans ses modes d'action et traditionnelles en tout cas dans ses modes d'action.
Act Up se distinguait, c'était un peu les gauchistes quoi, de l'histoire. Ils se distinguaient par rapport à ça, et d'ailleurs, ils emmêlaient dans l'ensemble de leur lutte aussi la lutte pour le traitement égal des personnes, des prostituées, enfin, ou des travailleurs du sexe, des travailleurs du sexe, contre les prisons, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, enfin, qui est mentionné aussi dans le film, parce que de toute façon, c'était constitutif de leur engagement. Et ils étaient vraiment dans l'action coup de poing très forte et impressionnante. Et même, le grand jeu de Act Up, c'était de se balader avec des poches de faux sang et de faire croire que c'était leur sang et qu'en touchant les autres, ils allaient les contaminer pour générer la peur et dire en fait, il faut qu'il se passe quelque chose. Oui, non mais quitte à traumatiser des gens, enfin il y a tout à fait. Tu vois des actions, notamment dans le film, où bah, si tu te mets à la place des personnes qui subissent ça, tu te dis ça doit être quand même assez violent. Mais ouais, en tout cas, j'ai trouvé ça vachement intéressant, et aussi comment, au sein même d'un mouvement de lutte, il faut se faire des piqûres de rappel justement de non, faut être radical, même si à un moment on fait des avancées. Une avancée, c'est pas genre faut pas s'arrêter là quoi. Il faut continuer. Et puis, ce que ça montre bien aussi, mais je pense que c'est parce que vraiment ça parle de mouvement LGBT, parce que souvent dans les autres films qui font mention des mouvements, c'est des mouvements sociaux, c'est un peu plus caché, mais où il y a une forme d'institutionnalisation de la révolte qui prend place, et on a l'impression que du coup c'est comme ça, il y a le syndicat, il y a les choses comme ça, les piquets de grève, parce qu'en fait ça reste une histoire individuelle aussi. C'est une histoire collective, c'est aussi une histoire individuelle. Et c'est composé, alors c'était particulièrement vrai dans les mouvements pour le sida, parce que les gens étaient souvent malades quand ils militaient, et donc c'était fréquent qu'ils mouraient pendant qu'ils étaient militants. Mais c'est le cas aussi des mineurs, par exemple, ou même dans la plupart des mouvements sociaux. En fait, les gens font pas ça. Les gens, ils font ça aussi pour des raisons qui leur sont propres et intrinsèques, quoi. Et les films retranscrivent bien ça, ce que je vois plus rarement dans d'autres genres de films. Non, tout à fait. Et j'ai aimé l'effort de ces deux films aussi d'humaniser ces militants. De dire, ouais, c'est des militants, c'est sûr, ils passent beaucoup de leur temps libre à travailler pour cette cause, mais en dehors de ça, ils ont aussi une vie, en fait. Il y a une belle scène, je trouve, dans 120 battements par minute, où il y a deux personnages qui chuchotent un peu dans le coin en disant « Ah tiens, et lui, il fait quoi dans la vie ? Lui, il fait quoi ?» Et en fait, tu découvres qu'ils ce sont des êtres humains complexes, qui ont plusieurs dimensions dans leur vie, et je trouve ça chouette. Tout à fait. Même si du coup ils humanisent pas de la même manière, mais effectivement je suis d'accord avec toi, tu me disais, on n'a pas trop parlé des films, mais tu me disais il y a quelques jours que 100 battements par minute était très français. Tellement français, tellement film français. Et je suis d'accord avec toi, que ce soit dans les manières, dans l'écriture, la narration, la manière de jouer, etc. La manière de travailler aussi, avec des gens qui sont pas tous des comédiens professionnels, etc. Ça se sent fort. Mais du coup, c'est amusant. Et je trouve qu'aussi, du coup, surtout en opposition, au fait d'avoir vu les deux coup sur coup, Pride, c'est tellement anglais, quoi. C'est de fou. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. De voir les deux coup sur coup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ouais, même dans Pride, il y a une forme de retenue qui est très britannique. Et du coup qui est caché sous une forme un peu d'humour, mais en fait c'est une forme de retenue, là où 120 battements par minute a moins peur d'aller dans les trucs plus je sais pas c'est plus direct, quoi. Ouais, plus direct, c'est ça. Non mais je dis que 120 battements par minute c'est très français, juste parce que je trouve quelque chose qu'on retrouve souvent dans les films français, c'est que les dialogues sonnent pas du tout naturels. Mais ils ont été écrits comme si on voulait qu'ils sonnent naturels, mais ils sont trop écrits pour sonner naturels. Alors là, ouais, je suis d'accord avec toi. Ce qui est malgré tout, je trouve qu'il y a eu quand même un bel effort de retransmission de l'ambiance des âgés et de la manière dont les gens parlent en âgé. Et moi, j'ai presque envie de me dire, ils ont aussi choisi des comédiens qui, en fait, ont jamais été dans une âgée de leur vie et qui savent pas tellement à quoi ça ressemble, quoi. Ok. Ouais, moi pour le coup, j'ai pas participé à ce genre d'AG, donc j'ai du mal à me rendre compte. Je trouve que c'est sympa, l'espèce d'ambiance qu'ils essaient de retranscrire. Ce qui me gêne plus dans un film comme ça, c'est quand t'as des comédiens qui, du coup, délivrent des dialogues où tu sens que c'est super écrit,
mais qui bafouille en le faisant. Je veux dire, bon, moi je fais du podcast, et moi aussi je bafouille. C'est pas, je critique pas les gens qui bafouillent. Je bafouille tout le temps. Je suis en train de bafouiller là. Mais quand c'est dans un film qui a été répété, tu sens que ça a été répété, et peut-être qu'il y a de l'improvisation, mais tu vois, moi ça me sort du truc. Moi en fait j'ai l'impression de regarder un exercice de création théâtrale, et ça me sort du film. J'ai peut-être aussi passé trop de temps. J'ai peut-être passé trop de temps dans des salles de répétition de théâtre à regarder des comédiens répéter, mais ouais, moi ça me sort du truc. C'est drôle, moi ça m'a carrément moins gêné. Mais aussi parce que pour le coup, moi j'ai vu ça, j'ai milité aussi dans des organisations LGBT et gays, et aussi dans beaucoup de mouvements sociaux, des mouvements universitaires, etc. Où du coup, je trouve que ça ressemble quand même pas mal à une AG, quoi, tu vois, et ça retranscrit bien cette ambiance, et il y a aussi beaucoup de moments comme ça, en fait, tu vois, pour le coup, où les gens, c'est aussi des étudiants, c'est un peu les premières fois qu'ils prennent la parole. Enfin, moi, c'était plutôt un mouvement étudiant, mais là, il y a aussi beaucoup de jeunes, ils sont quasiment tous jeunes, où les gens sont hésitants, ils prennent la parole, c'est la première fois qu'ils se retrouvent... Tu vois, je trouve qu'il y a une très jolie scène qui montre bien ça. Alors, c'est pas un spoil, parce que c'est au tout début du film. C'est la première scène du film où c'est une des pontes de Act Up qui raconte un événement où ils ont interrompu une conférence pharmaceutique. Ouais. Et où elle est là, et en fait, elle se retrouve à donner son discours dans un endroit où elle est pas du tout attendue. Le but, c'est juste de le lancer, et je trouve que pour le coup, c'est hyper juste. Ça ressemble vraiment à ça. Alors oui, tu bafouilles, mais parce qu'en fait, c'est à ça que tu ressembles, en fait. Tu vois, tu sais que t'es pas attendu, tu viens de faire un truc, tout le monde te regarde hébété, tu sais que personne t'écoute, mais que tu veux juste le dire, parce que si jamais il y a un journaliste dans la salle, c'est ça qui va retenir, c'est que t'as sorti ton discours, donc il faut le lancer, en fait. Tu vois, et t'es super hésitant, et tu bafouilles, et ça ressemble pour le coup vraiment à ça, quoi, tu vois. Non, mais moi en plus, en soi, c'est pas le fait de bafouiller qui me gêne, c'est que tu bafouilles des trucs qui sonnent trop écrits pour être naturels. Ouais. Et c'est là où, moi, ça crée une espèce de dissonance, où je me dis, non, mais en fait, j'y crois pas, quoi. Ouais. C'est comme si t'avais quelqu'un qui aurait... Bon, c'est pas aussi écrit, mais du Molière, en faisant semblant qu'il hésite, c'est genre, ouais, ok, non. Ouais, je vois. C'est soit t'es un comédien pas assez préparé, qui a pas préparé son texte, soit tu surjoues le truc, ça sonne un peu faux pour moi. Mais après, les dialogues sont beaux, je veux dire, ça dit beaucoup de belles choses, ça montre beaucoup de belles choses. Il y a aussi des choix artistiques, tu sais, sur des scènes de danse, tout ça, que je trouve très intéressant. Les comédiens sont extraordinaires. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un bon film. Et tu vois, moi, ça me faisait un peu penser, parfois, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui racontent dans 120 battements par minute, là où ils en étaient avant, dans leur vie d'avant, en fait, avant le militantisme, avant le sida, etc. Ça me fait un petit peu penser, moi, au livre En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Il faut que je le lise. Ah ouais, non, mais ou dans un autre genre, les livres de Didier Ribon, que ce soit Retour à Reims, où c'est plutôt sur lui, ou Réflexion sur la question gay, où il parle aussi de ça. Mais où ça veut dire quoi, en fait, de vivre son homosexualité dans des espaces où c'est pas possible, des espaces ouvriers en l'occurrence, ou populaires dans le sens social du terme. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de se retrouver là, et où l'issue... heureusement, malheureusement, elle est comme ça, elle est en dehors, en fait, elle est dans la grande ville, elle est à Paris. Et il y a vraiment un salut à aller à la capitale pour vivre ta vie un peu comme tu l'entends. Et en l'occurrence, pour Édouard Louis, comme pour Didier Ribon, c'est aussi le champ universitaire d'élite ou d'excellence qui les entraîne aussi à ça. Mais je trouve qu'on retrouve un peu de ça. C'est un peu dit aussi dans les deux films, d'ailleurs. Dans Pride aussi, il y a le personnage de cette femme qui reprend les études après le film, etc. Oui. Vraiment intéressant. Alors, un truc que j'ai pas vérifié pour les films, c'est leur véracité historique, parce que ça s'inspire de gens qui ont existé. Donc, je saurais pas le dire. Par contre, un truc que j'ai envie de critiquer par rapport à ces films, c'est que le mouvement, les mouvements LGBT ont été pas mal portés par un groupe assez divers de personnes, et notamment des femmes transgenres de couleur.
Et je trouve que même si parfois c'est mentionné, dans 120 battements par minute, il montre un moment une personne une femme transgenre. J'ai l'impression que c'est particulièrement les deux films portés par des personnages cisgenres blancs. Pour le coup, on revient vraiment aussi aux années 80 dans ce dont on racontait l'Anthropo Savant. Hein. Oui. Enfin, tu vois, malgré tout, la réalité des mouvements LGBT à cette époque, c'est à ça que ça ressemble. Ça ressemble pas à des mouvements portés par la diversité. C'est le cas à Stonewall et dans les premières Gay Pride. C'est le cas, sauf que vite, on l'a vu, et c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des mouvements aussi de lutte contre le racisme, où assez rapidement, c'est récupéré quand même par des gens qui ont des privilèges sociaux, raciaux, à récupérer ces mouvements-là. Et il y a quand même, dans les mouvements LGBT, même si ça a tendance aujourd'hui à se réduire, ça reste présent, je trouve, à mon goût, une hiérarchie dans... Oui. Bah ce sont les social, mecs, ce sont les mecs blancs cisgenres gays qui ont pris un peu le dessus par rapport aux autres groupes. Et ça se voit bien, et je trouve que ça montre ça. Alors ça le questionne pas, je suis d'accord avec toi que ça le questionne pas, mais en même temps c'est à ça que ça ressemble, quoi. C'est à ça que ça ressemblait dans les années 80, les mouvements, tu vois. Pour ça, je recommande vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, d'aller voir le documentaire sur Netflix The Life and Death of Marsha P. Johnson, donc qui est sur une des fondatrices du mouvement LGBT, donc qui était là aux émeutes de Stonewall et qui a lancé une des premières marches des fiertés. Hyper intéressant, ça va vous briser le cœur, mais ça montre justement comment il y a eu cette récupération par les hommes gays, blancs, cisgenres, et comment une grosse partie des fondateurs du mouvement LGBT ont été littéralement exclus, encore une fois marginalisés par le mouvement qu'elles avaient créé, qu'elles avaient contribué à créer. Super intéressant, mais très triste. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment... moi, je le conseille aussi fortement. Michel, est-ce que toi, t'as des souvenirs, par exemple, de mouvements LGBT qui t'ont marqué ? Bon, c'est pas un truc très profond. Moi, je pense à quand j'ai participé à la World Pride à Toronto, où je me suis chopé une insolation. Donc, c'était ma première vraie Pride où j'ai participé vraiment en voulant défiler. Et donc, tous les ans, alors, t'as la Pride qui se fait dans des grandes villes, mais t'as la World Pride qui change de ville chaque année. Et cette année, c'était à Toronto, là où j'étais. Donc c'est un événement d'une plus grosse importance. Trop bien. J'ai eu l'impression d'être une rockstar, une trop bonne expérience. Mais il faisait une chaleur de malade. J'étais forcément pas préparé. Et comme dans beaucoup de gros trucs de manifestations comme ça, où t'as beaucoup de cortèges, on a dû poireauter genre 2 heures au soleil, sans ombre, avant de pouvoir commencer à défiler. Du coup, les gens qui m'ont récupéré après m'ont dit que j'étais dans un état second, genre ivre de tout ce qu'il avait vécu. Mais j'étais malade, ivre de soleil et de gaïtude. Mais j'étais malade pendant les 3-4 jours suivants parce que je me suis chopé une grosse insolation. Ouais, j'en suis bien désolé. Et toi, t'as des anecdotes en tête ? Non, moi je peux te raconter la prochaine Pride à laquelle je vais assister. Ah mais oui. Ce sera la Gay Pride de Paris. J'ai raté la Gay Pride de Lille. Enfin, la Pride de Lille, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les gays qui défilent à la Pride. Non. J'ai raté la marche de fierté de Lille, et du coup, parce que j'étais à un mariage, alors je salue fort chaleureusement mes amis Marilyn et Anthony, et félicitations pour leur mariage. Félicitations. Mais du coup, je n'étais pas là pour la marche des fiertés de Lille, mais je serai là à celle de Paris, et je vais essayer, dans la mesure du possible, d'aller à celle d'Amsterdam, mais je suis pas sûr que ce soit si facile que ça pour cette année. Mais Louis, avec qui vas-tu à la Pride de Paris ? Je sais pas, peut-être un popcorn plutôt aigre. Plus mon futur mari. Non mais vous entendez ça, vous êtes témoin des attaques que je subis. En même temps, il y en a quand même, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il y en a quand même un qui, à chaque fois, parce que c'est moi qui fais les petits doodles, les petits logos pour chaque épisode de Popcorn et Gredou.
où on les brainstorm un peu à deux, et puis ensuite j'en fais une proposition. À chaque fois, j'ai quand même mon meilleur public, Michel Rommel, qui me dit qu'il adore Aigre, et donc je sais que dans le fond, tu es un peu aigre et que tu rêves Oui, d'être aigre. mais oui. Je suis un peu des deux, et toi aussi. Mais bref, oui, Oui. donc nous irons ensemble à la Pride de Paris, et peut-être à celle d'Amsterdam, qui sait? Exactement. Michel, si on te donnait carte blanche pour un char à Pride, qu'est-ce que tu mettrais dessus? Oh, je mettrais beaucoup de fleurs, des trucs qui permettent de faire de la, comment ça s'appelle, de la diffraction lumineuse. Des trucs qui créent des arcs-en-ciel, genre des prismes ou des trucs comme ça. En fait, tu veux aveugler les gens, quoi. C'est ça. Je veux littéralement utiliser le pouvoir de la lumière pour aveugler les gens et créer des arcs-en-ciel partout. Non, mais super, quoi. Et toi? Moi, si je devais avoir un char à Pride, je sais pas, je pense que ce serait quelque chose comme de très farfelu, de très joyeux, mais je pense plutôt genre plume et boa, tu vois, que des trucs qui rendent aveugles les gens. Mais Que dirais-tu à quelqu'un qui n'est jamais allé à la Pride? Surtout quelqu'un qui ne se considère pas comme LGBT. eh ben, je considérer que la Pride, c'est non seulement un mouvement social, mais aussi l'affirmation d'un ensemble de cultures qui sont diverses, les cultures LGBT+, et que du coup, il faut l'accepter dans son intégralité. Qu'on risque de voir des choses auxquelles on n'est pas habitué, parce qu'il y a aussi un vrai enjeu, je trouve, à Pride, de réappropriation de l'espace public par les personnes LGBT+, Oui. où c'est un peu, pour une fois, en fait, la rue, elle est à toi, et pas aux hétéros, quoi. Je caricature, mais c'est quand même un peu ça. Moi, c'est comme ça que je le Et ressens. en sécurité, parce que peut-être Ouais, c'est ça. que les gens se rendent pas compte, mais pour la plupart des gens LGBT, se balader dans la rue au quotidien, ça peut être une expérience stressante, parce que on a vécu des choses, Ouais, ouais. des violences, des insultes ou des choses comme ça. Et donc, c'est de comprendre ça, en fait. Et donc, d'y aller, moi, j'incite, la Pride, c'est aussi pour tout le monde, que ce soit les personnes LGBT, QIA+, comme les alliés. C'est évidemment pour tout le monde, mais qu'il faut le savoir. Et que du coup, il faut aussi faut le comprendre, ça, tu vois, parce que ça m'est déjà arrivé aussi de discuter de Pride avec des gens qui comprennent pas. Et en fait, c'est aussi, parfois, t'as pas envie d'expliquer parce que, bah, juste, toi, c'est ton moment, toi. Alors, du coup, là, on l'explique, et puis, en fait, on passe beaucoup de temps à l'expliquer. Mais c'est un peu ça que je dirais, quoi. Oui. Michel, est-ce que tu as déjà participé ou observé des actions militantes à Pride ou reliées à Pride? Alors, oui, j'ai vu une action militante lors d'une Pride à Toronto où le groupe Black Lives Matter de Toronto a décidé de faire un sit-in pour bloquer la parade. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais bloqué par le truc et j'étais pas très loin justement du sit-in. J'avais pas trop compris pourquoi. Et en fait, bah, ils avaient des revendications qui pouvaient se comprendre. C'était notamment contre le fait qu'il y ait des policiers qui défilent en uniforme de policiers. Ouais, ouais. Parce que, notamment à Toronto, il y a une histoire de violence subie par la communauté LGBT par la police jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, où la police faisait des descentes et tabassait des LGBT. Et plein de trucs comme ça. Et aussi pour plus de visibilité des personnes LGBT noires et surtout des femmes transgenres noires qui font souvent partie des groupes les plus marginalisés de la société et le plus susceptibles d'être victimes de violences. Et donc maintenant je comprends, mais du coup c'était un truc assez puissant à voir. Est-ce que tu te sens représenté en tant que personne LGBT d'un point de vue politique? Je vais pas mentir, non. En tout cas pas en Ok. France. En France, je pense que la question LGBT est passée à la trappe, surtout au cours des dernières élections. Alors il y a eu un moment avec la légalisation du mariage pour tous en France, un peu de visibilité de la question. Mais sinon, non, je me sens pas représenté d'un point de vue politique en France. Au Canada, c'est un peu plus un truc qui est discuté. En France, non.
Ok. Louis, ta playlist de Pride. Ma playlist Pride, c'est compliqué, hein. C'est quand même, il faut des choses qui sont joyeuses, qui sont très rythmées. Donc moi, ce serait plutôt une espèce de, alors ou de l'Eurotech, ou alors des choses plutôt récentes, un peu à la Sophie, ou tu vois des Ouais. artistes gays, lesbiennes ou transgenres qui ont fait des trucs super intéressants. Tu vois Sophie, Arca, Cobra. Ouais. Tu vois, où je me dis, c'est des trucs qui envoient du pâté, et où du coup t'es là genre, ouah, on va casser le tout. Ce serait un peu ça. Quelle œuvre t'a donné le plus envie d'assumer le fait d'être LGBT? Oh, alors ça, c'est une question qui est vraiment difficile. Si on considère ta vie comme un mouvement artistique, ce serait toi et ton exemple. Oh. Mais c'est toi qui m'a aidé à m'assumer en tant que LGBT, Louis. Eh ben c'est bien, mais c'est bien quand ça s'auto-nourrit aussi. Bah oui. Sinon, c'est difficile malgré tout. Il y a quand même plusieurs trucs. Récemment, j'ai regardé Queer Eye que j'avais jamais vu. Ouais. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la manière dont c'est juste joyeux, simple, normal. Et c'est quelque chose qui est même au sein des épisodes, auprès des publics, très peu discuté. La question que ce sont 5 hommes gays. C'est quasiment jamais discuté et ça fait du bien en fait de voir ça. Juste c'est joyeux, c'est fun et c'est toujours plein d'amour et c'est cool. Vas-y, bah il est l'heure de terminer l'épisode. Oui, j'allais juste dire si t'as une dernière référence que tu veux donner avant qu'on termine l'épisode. Ah, c'est une bonne question. Moi j'aimerais parler parce que je pense que ça a participé d'une manière un peu particulière au mouvement LGBT et qu'ils ont mis du temps à s'en remettre, c'est les questions LGBT dans le jeu vidéo, Ouais. où il y a eu tout un mouvement dans la grande vague des jeux indés 2006-2008, de jeux qui commençaient à popper un peu partout, qui abordaient des questions très frontalement, des questions LGBT ou féministes, ou parfois qui étaient plus subtiles. Je pense par exemple à Gone Home, qui est un jeu de narration environnementale où on rentre chez soi. C'est une jeune étudiante qui rentre chez elle pour le spring break et il n'y a personne chez elle, personne pour l'accueillir. Elle comprend pas et donc elle trouve des papiers. Ça parle notamment des questions LGBT. Ou Mass Effect par exemple. Et en fait, il y a vraiment eu un retour de bâton de la part de l'extrême droite qui s'est utilisé la culture gamer, le Gamergate. On en avait parlé dans l'épisode sur les jeux vidéo. Je vous invite à le réécouter du coup, parce que c'est vraiment intéressant, mais qui avait utilisé notamment le fait que les questions soi-disant politiques LGBT arrivaient dans les jeux vidéo en masse et que ça devenait la nouvelle norme, je sais pas quoi, alors que je veux dire franchement, c'est vraiment un discours d'extrême droite quoi, de penser un truc pareil. C'est ça. Parce que ça reste ultra marginal, mais les mouvements LGBT ont mis du temps à comprendre, je trouve, à mon sens, l'intérêt que ça pouvait avoir d'un point de vue politique, tous ces enjeux de culture populaire de masse qui étaient en train de se constituer. Et aujourd'hui, ça reprend vraiment du poil de la bête. Alors, ça n'a jamais baissé, mais ça ne fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, il y a un peu... enfin, on est d'accord que Gamergate, c'est n'importe quoi, et que juste, c'est des types, souvent des hommes hétéros, cisgenres complètement frustrés, et qui déversent leur haine et leur violence sur le monde entier. Et même les studios, les gros studios, commencent à dire, non mais juste, on va arrêter de les écouter, quoi. Et je trouve que ça fait du bien de voir ça. Oui, je suis d'accord. Et toi, il y a quelque chose dont tu voudrais parler ? Moi, là, je pense juste à une série de livres qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais adolescent. C'est la série de livres À la croisée des mondes, His Dark Materials en anglais, de Philip Pullman, qui est un roman pour adolescents de fantasy. Et moi, ça a été très marquant parce que ça montre à un moment deux personnages homosexuels, mais qui sont pas écrits différemment parce qu'ils sont homosexuels. C'est deux anges et qui sont homosexuels et de voir comment leur amour est aussi est perçu tout à fait positivement par les autres personnages et c'était vraiment pas courant à l'époque, surtout dans des romans adolescents écrits début des années 2000 et ça m'a beaucoup marqué
Voilà. Sinon, ouais, allez voir aussi Paris is Burning, un super documentaire qui est triste, mais sur la culture des ballrooms, qui a beaucoup influencé la culture drag queen, qui est maintenant très populaire. Mais c'est important de voir d'où ça vient. De toute façon, on va vous mettre dans la description de l'épisode toutes les choses auxquelles on a pensé et dont on n'a pas pu parler. Et on a également demandé à des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, sexuelles, queer et autres, merci Facebook et Instagram, de nous envoyer un message audio. Et on a fait une rencontre dans un bar où il y a 2 personnes qui sont venues. Et donc on va également diffuser dans cet épisode un extrait de ce dont on a parlé. Et je pense qu'on diffusera l'extrait intégral un peu monté en bonus. Bonjour, je m'appelle Manu. Du coup, moi, c'est Milo. C'est que la première fois où j'ai pensé que je pouvais être homo, c'est quand j'ai vu Willow et Tara se rouler les pelles dans Buffy, quoi. Et j'ai eu une piqûre de rappel quand j'ai vu le clip de Tattoo. Tu vois, genre, hop là. Je passais des heures collées à mon téléviseur à mettre le clip en boucle. Je sais pas comment mes parents ont fait pour ne pas capter. Enfin, franchement, il y avait des signes assez évidents quand même. Est-ce que tu as d'autres œuvres en tête ? C'est encore une série qui s'appelle Pose, qui se passe dans les années 80 à New York. Et c'est l'histoire des ballrooms et de leur communauté. Alors, les ballrooms, c'était, on va dire, une espèce de scène qui avait lieu hebdomadairement à New York. Et ça s'adressait principalement au public queer, afro et latino. Donc tout ce qui n'était pas accepté par la société new-yorkaise. Souvent, c'est des défilés où les gens devaient imiter d'autres genres ou d'autres classes sociales. Donc, par exemple, se faire prendre pour un blanc ou être un majordome. Ou tout ce qui, eux, ne pouvaient pas être. Dans ces années-là, on a aussi la problématique du sida, où il y a toute une partie qui parle du mouvement... Act Up, ouais, c'est ça, c'est Act Up. Il y a toute cette partie-là aussi. Je parlais un peu plutôt de Heartstopper comme série, et je pense que pour moi c'est ça qui est vraiment révolutionnaire dans cette série, qui n'a l'air de rien comme ça, qui est juste très mignonne et très feel good, et voilà, mais c'est que justement il serait temps aussi de sortir des récits qui sont uniquement des récits de lutte, des récits de souffrance, des récits de rejet, d'exclusion. C'est hyper important de parler de ces choses-là parce que ça fait partie de nos réalités, mais de pouvoir un peu se dire aussi que on est heureux et on vit des choses chouettes et joyeuses et de l'ordre de la communauté, et tous les parcours sont pas obligatoirement à marquer du sceau de la souffrance et de l'exclusion. Ouais, et d'ailleurs merci beaucoup à Manu et à Milo d'être venus, c'était trop bien d'échanger avec vous. Merci Manu et merci Milo, c'était cool. C'était trop bien. Merci d'avoir écouté cet épisode et on espère qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. On vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts de Studio Flamboyance, et notamment Matrimoine, un podcast qui nous amène à réfléchir à ce qui est transmis par les femmes. La saison 2 est d'ailleurs en préparation avec une journaliste qui s'appelle Macha Menu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez-nous partout où vous le pouvez, partagez, abonnez-vous, ça nous aide vraiment. Popcorn et Gredou est un podcast du studio Flamboyance, créé et produit par Michel Rommel et Louis Duruflé. Bisous et à très bientôt. Bisous bisous. Mouah.